Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. De comprendre et de faire preuve d'empathie envers des personnes qui ont ces contextes et ces références culturelles qui sont différentes des nôtres. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Issine, comment vas-tu ? Bien, merci, et toi ? Eh ben, ça va très bien. On est dans un cas qui est un tout petit peu particulier parce que à l'heure où on se parle, je pense qu'au moment de l'enregistrement, la plupart de celles et ceux qui écoutent ce podcast sont tranquillement en train de faire quelque chose qui ressemble pas à du boulot parce qu'on est le 11 novembre. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir cet épisode, mais ici, t'es en Angleterre. En tout cas, tu travailles pour une boîte UK, donc jusqu'à preuve du contraire, le 11 novembre n'est pas une date particulière. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis en Suisse et pour les mêmes raisons, le 11 novembre, ça leur dit pas grand-chose. Donc, je suis sur le pont, on est sur le pont, on est en train de se dire qu'on aurait probablement été content de faire un petit week-end de 3 jours peut-être, mais en tous les cas, on est quand même content d'échanger. Moi, je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Donc, welcome et j'espère qu'on va avoir une super discussion. Super, bah oui, avec plaisir, merci. Donc, peut-être pour commencer, tu connais la tradition. Moi, je ne me risque plus à pitcher des boîtes à la place des boîtes parce que les pitchs, ils changent toutes les semaines. Et chez nous aussi, le pitch, il change beaucoup. Donc, si tu en es d'accord, avant qu'on rentre dans le sujet de l'épisode, je te laisserai volontiers te présenter Semble, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Super, ça marche. Donc, je m'appelle Issine Matola. Ça fait une douzaine d'années que je suis sur des rôles People, RH, sur des scopes principalement européens. Et il y a 6 ans, je me suis expatriée à Londres, en Angleterre. Et depuis, je bosse avec des boîtes britanniques. Donc, Semble, je suis aujourd'hui leur VP People. Et c'est une startup health tech qui permet au secteur de la santé en Angleterre d'avancer dans sa transformation digitale. Donc, en fait, c'est une plateforme qui permet aux médecins et à leurs équipes de gérer la totalité de leurs opérations et d'améliorer l'expérience patient. Donc aujourd'hui, Semble, c'est une 60aine d'employés, mode de travail hybride, voilà le standard des startups, et on a levé 12 millions de dollars à ce jour. Bon, écoute, très très bien. On se l'est dit un peu en intro avant de commencer et de lancer l'épisode. On va peut-être parler un peu de Semble, un peu pas que de Semble, parce que le sujet du jour, vous le connaissez, vous avez lancé l'épisode, vous voyez très bien de ce dont on va parler, est beaucoup plus large que ça, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer en détail sur le sujet de l'intelligence culturelle, avec toutes les ramifications que ça suppose, le fait de manager l'interculturel quand on est une boîte qui s'internationalise, et plus globalement de rentrer dans cette logique-là. Et évidemment, cela va avoir potentiellement une patte dans Semble, mais aussi beaucoup de ramifications dans d'autres expériences que tu as eues. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Et puis j'ai une expérience variée. J'ai commencé ma carrière en France en grand groupe. J'ai Dev Suez à l'époque, Airbus, avant de rencontrer le milieu des startups et des startups tech principalement. Et puis ensuite, voilà, en Angleterre, pas mal de secteurs différents, du software, de la cybersécurité, de l'entertainment, fintech, health tech. Je fais pas mal de consulting aussi. Donc du coup, en effet, c'est vraiment une expérience qui sera nourrie de tous ces petits bouts de mon parcours. Eh ben, intelligence culturelle avec Issine, c'est parti. On est parti pour ce super épisode. Je vais commencer par le commencement et je joue avec plaisir le rôle de celui qui découvre, ou en tout cas qui me fait la voix des auditeurs et auditrices aujourd'hui. L'intelligence culturelle, c'est quoi ? C'est quoi la définition ? Où est-ce qu'on met les bords ? Qu'est-ce qu'on entend par intelligence culturelle ? Qu'est-ce que tu entends par intelligence culturelle ? Est-ce que tu as inventé ce terme ? Est-ce qu'il existe avant toi ? Enfin, dis-nous tout.
Oui, non, non, je l'ai pas inventé. L'intelligence culturelle, c'est un terme, un concept, qui existe, depuis un petit bout de temps. C'est pas quelque chose qui a été fortement médiatisé, comme a pu l'être, par exemple, l'intelligence émotionnelle dont on a beaucoup entendu parler, sur les, 10 dernières années. Mais je pense que c'est aussi important. Donc l'intelligence culturelle, en fait, c'est un set de compétences qui nous permet de comprendre et d'évoluer efficacement au sein d'un contexte culturel qui n'est pas le nôtre. Donc, par exemple, dans un pays dans lequel on n'a pas grandi, avec des codes avec lesquels on n'est pas familier. Et ça nous permet également de comprendre et de faire preuve d'empathie envers des personnes voilà, qui ont ces contextes et ces références culturelles qui sont différentes des nôtres, et du coup des codes, des valeurs, des habitudes, énormément de choses sur la manière d'approcher la collaboration, le travail en équipe, le fonctionnement en société. Donc voilà. Et quand on parle de culture, alors, on parle essentiellement de culture de pays, ou on parle de culture de manière plus large, parce qu'on pourrait par exemple dire qu'évidemment la culture française et anglaise sont différentes, mais on pourrait aussi dire que y a la culture, je sais pas, la culture Doctolib par exemple. On pourrait parler dans un autre registre, même pas professionnel, de la culture gay par exemple. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui rentrent dans l'intelligence culturelle? Oui, 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 je pense que oui. En effet, si vous regardez la littérature et que vous essayez de vous renseigner sur les sujets d'intelligence culturelle, souvent ça va être abordé sous l'angle du pays. Les ouvrages de référence sur le sujet parlent souvent de culture nationale, et c'est le plus facile, hein. Mais après, je pense que tout ce qui se rapproche à un cadre commun en termes d'identité, ça rentre dans ce scope-là. Donc les exemples que tu as donnés, tout à fait, ça peut être vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes. Ça peut être, voilà, la manière dont on approche des sujets de société. Ça peut être religieux. Ça peut être en fonction de notre orientation sexuelle. Ça peut être en fonction de nos origines. On n'a pas un seul set de références culturelles. Chacun. On se nourrit voilà, de plusieurs aspects de nos expériences, de notre identité, qui permettent de faire, voilà, l'individualité de chacun. Et alors, je me doute d'une partie de la réponse, mais je la pose quand même, ma question, parce que ça se trouve, il y a plein de choses dans la réponse que j'ai pas du tout anticipé. Mais selon toi, pourquoi est-ce que c'est très important de parler de ça, d'aborder la notion de l'intelligence culturelle? Parce que je rappelle à nos auditeurs et auditrices la manière dont ça se passe, la préparation de ces épisodes du podcast. C'est on se rencontre, donc là en l'occurrence avec Issine avant, on aborde plein d'options possibles d'épisodes, et à un moment donné on tranche ensemble en disant parmi toutes les options, c'est de ça dont on va parler. Donc c'est pas neutre, c'est pas un choix par défaut. Au milieu de tout un tas de trucs qui étaient hyper intéressants, en plus je m'en souviens très bien, on s'est dit c'est de ça dont on va parler. Et si je te laisse vraiment la main là-dessus, pourquoi est-ce que c'est crucial dans un épisode du podcast du Human Factor d'aborder la notion d'intelligence culturelle? Pour pas mal de raisons. La principale, je dirais, c'est que vraiment le monde du travail sur les dernières années a évolué en phase avec notre société de manière générale. Et le fait que la mondialisation a vraiment touché dans le monde des startups, hein, principalement, la manière dont on approche, par exemple, les talents, la manière dont on fait grandir une boîte, le fait que maintenant une entreprise, par exemple, qui est française et qui regarde ses opportunités d'expansion, ça va pas forcément être sur le territoire géographique, et ça va souvent être aussi à l'étranger. Sachant qu'on a aussi, bien évidemment, hein, dans la plupart de ces entreprises, des équipes avec des personnes qui peuvent être basées dans plein de pays différents, ou qui viennent en tout cas de plein de pays et de cultures différentes. C'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus important, parce qu'en fait on se rend compte, c'est comme beaucoup de sujets RH, c'est pas forcément des choses qui sont évidentes immédiatement, mais c'est des sujets où si on n'y fait pas attention
Et si c'est pas des choses qu'on construit de manière délibérée dès le début, on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses qui nous freinent, il y a plein de choses qui marchent pas très bien, on comprend pas trop pourquoi les choses avancent pas, pourquoi les équipes collaborent pas très bien. Alors que en effet, hein, si on porte attention à ces sujets dès le début, quand on commence à réfléchir à la culture de sa boîte, quand on commence à réfléchir à la manière dont on va scaler, c'est toujours beaucoup plus facile et ça évite pas mal de pain points de croissance. Ouais, donc si je te comprends bien, tu m'arrêtes s'il manque quelque chose, mais il y a une notion d'interculturel qui est là de toute façon. Au sens dans le jeu Startup Scale-up, ça va être assez difficile de pas être confronté à l'interculturel à un moment ou à un autre, que ce soit l'interculturel pays parce qu'on va grossir à un niveau européen ou international, voire un interculturel de boîte parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui se consolident en merge, en fusion-acquisition, des choses comme ça. Et effectivement, là, ça crée un sujet culturel. On l'a brossé d'un tout petit peu loin, mais j'imagine qu'il y a des sujets de diversité et inclusion aussi, de s'assurer qu'on est capable de faire un environnement qui est capable de travailler avec des gens qui ne sont pas des clones, parce que c'est bien d'avoir une culture de boîte qui est solide, mais c'est important aussi de ne pas virer trop loin là-dessus. Et donc la question qu'on se pose directement, c'est du coup comment on fait pour augmenter le niveau d'intelligence culturelle. Là, je suis convaincu, j'achète, je prends. Donc peut-être, je ne sais pas par quel bout commencer, mais où est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est un truc qui est au niveau des founders? Est-ce que c'est un truc qui est pour tout le monde? Est-ce que c'est un truc qui est au niveau des managers? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que dis-nous un peu qu'est-ce que tu as vu qui marche pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc tout à fait, hein, tu l'as dit, c'est des sujets qui se rapportent au sujet de culture d'entreprise, de diversité, d'inclusion, de sentiment d'appartenance. Hein, ça va tout nourrir et sous-tendre ces sujets-là. Après, comment on fait pour commencer à regarder, commencer à aborder ces sujets-là? Je pense que déjà c'est un cheminement personnel. Parce que si on veut être en mesure de pouvoir pousser des messages et accompagner son organisation sur de l'intelligence culturelle, c'est déjà un chemin personnel qu'il faut faire et voilà sur tous les sujets de self-awareness et de comprendre la manière dont on fonctionne, nos biais, nos triggers, les choses qui marchent et qui marchent pas forcément sur la manière dont on interagit avec les gens, c'est déjà un premier pas dans cette direction. Et en fait, tous les sujets liés à l'intelligence émotionnelle, ça va vraiment être des prérequis pour pouvoir avancer de manière efficace sur les sujets d'intelligence culturelle. Après, je pense qu'en effet, hein, comme pour tout sujet people, les founders, les leaders, les managers ont un rôle clé. Parce que je pense que tous les RH qui nous écoutent, si à un moment dans leur carrière ils ont essayé de pousser un sujet qui allait à contre-courant avec ce qui était fait et un petit peu la réalité des comportements à la tête de l'organisation, ça marche jamais très très bien. Donc en effet, c'est vraiment des sujets qu'il faudra sur lesquels il faudra discuter et s'assurer d'avoir du buy-in au niveau des dirigeants avant de les pousser dans les équipes et avant d'essayer de faire des choses à plus haut niveau. Après, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie sur ces sujets-là qui est juste de l'ouverture en fait, créer des opportunités d'échange, de réflexion. S'assurer que c'est des discussions qu'on est confortable à avoir, que entend aussi que en nous en tant que quand on parle de notre positionnement RH, est-ce qu'on est vraiment ouvert à ce type de discussion? Parce qu'en fait sur tous ces sujets-là, dès qu'on touche un petit peu à la culture, à l'identité, il y a plein de choses où en fait les managers se sentent pas équipés et souvent que ce soit les managers ou à titre individuel, en fait, on n'est jamais sûr, est-ce que je vais utiliser les bons mots, est-ce que je vais faire un faux pas, et du coup, être aussi en termes de positionnement RH
dans une relation de support où voilà, il n'y a pas de tabou. On est là pour aider, pour accompagner dans ce cheminement. S'il y a des choses sur lesquelles voilà, vous n'êtes pas sûr, vous savez pas comment aborder ce sujet, vous savez pas ce qui se dit pas, bah, on en parle avant et puis ensuite voilà, vous retournez vers votre équipe. Donc je pense que c'est voilà un peu de tout. Évidemment, ça commence à la tête des organisations, hein, comme pour tous les sujets de culture. Et après, c'est voilà, s'assurer que on permet la discussion, on permet la réflexion, on permet à chacun d'avancer un petit peu sur ce chemin-là avant de mettre en place des actions à plus grande échelle au niveau de l'entreprise. Et donc là, ça tombe plutôt bien. Là, je suis pas mécontent parce que je sais que en termes de démographique, ceux qui écoutent et celles qui écoutent le plus ce podcast, c'est des RH ou des founders. Donc globalement, le buy-in, on va le faire là. Si vous écoutez et que vous commencez à gagner en conviction, bah, on va continuer. Une fois que j'ai soit mon propre buy-in, soit le buy-in des personnes qu'il faut, donc en fonction de choix RH ou founder, voilà, et que donc j'envisage de lancer quelque chose, des initiatives concrètes. Alors j'ai plein de questions là-dessus et tu n'auras peut-être pas la réponse à tout, mais en tout cas c'est vachement utile d'échanger avec toi là-dessus. Déjà, est-ce que toi tu conseillerais de préparer ça à des moments un peu charnières, genre pré-internationalisation, pré-rachat d'une entreprise du même marché, ou tu conseillerais de le faire dès le début parce que en fait c'est tellement le destin des startups qu'il faut apprendre à avoir un niveau élevé d'intelligence culturelle et qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Donc là, je vais rester déjà sur le timing. Est-ce que toi demain tu rejoins une boîte typiquement française en VP People, tu commences jour 1 ou t'attends de mettre le paquet à un moment donné où ça va s'avérer être crucial? Oui, je pense que ça fait partie des sujets de fond, des choses qui sont en fait vraiment la manière dont, par exemple, dont moi j'aborde mon métier. Donc c'est pas des choses que je peux dissocier parce que ça c'est une lens pour moi. Donc c'est quelque chose, quelle que soit l'initiative, le projet sur lequel je travaille, je vais toujours avoir ces sujets-là au fond de mon esprit parce que je sais que c'est important et je sais que c'est des choses qui ont besoin de scaler avec la boîte et c'est pas des choses sur lesquelles on se réveille un matin et on essaye de combler les gaps d'avant. Donc je pense que oui, c'est un sujet de fond. Après, en effet, par contre, comme tu l'as dit, s'il y a des événements particuliers, on sait que vraiment ça va avoir un impact. C'est toujours bien de mettre un petit coup de collier à ce moment-là. Mais après, il y a des choses qui sont très prévisibles et en fait, par exemple, si on prend l'exemple des startups tech françaises. Souvent, dès le début, les founders savent que ils commencent en France parce que c'est leur marché, c'est ce qu'ils connaissent, c'est leur network, c'est confortable. Mais ils savent très bien qu'après ils vont vouloir s'internationaliser, qu'ils vont vouloir regarder les US par rapport à la taille du marché, etc. Donc ça, si on le sait dès le début, c'est beaucoup plus simple sur notamment par exemple la culture de l'écrit dans la boîte, de tout faire en anglais dès le début que d'essayer de demander à des Français après 3 ans de switcher sur tout ce qui a été construit, les données, la knowledge collective de la boîte, d'essayer ensuite de traduire tout ça en anglais, c'est toujours une galère. Donc si on sait dès le début que c'est des choses qui vont arriver, c'est juste un exemple, il y a plein d'autres sujets comme ça. C'est toujours plus simple et même si ça a pas besoin d'être super fort dès le début, mais de commencer en fait à mettre un petit peu les petites graines sur les sujets où on sait vraiment qu'à un moment ça va sortir. Mais alors, je vais faire un tout petit crochet par ça parce que je vais me reposer sur tes nombreuses expériences et je vais jouer le rôle. Je sais pas si je joue le rôle du méchant, mais en tout cas de quelqu'un qui est un petit peu taquin. Donc tu es dans une startup UK-based et tu as vécu d'une vie professionnelle riche dans laquelle il y a plusieurs expériences, dont des expériences françaises. J'ai le sentiment, alors je suis pas le seul, hein, j'ai entendu quand même pas mal de personnes en parler, notamment des investisseurs, qu'il y a une forme de particularité du marché français dans le milieu tech, qui est ce que tu disais, à savoir on commence par attaquer son marché parce qu'en fait on a un marché qui a la malédiction d'être suffisamment grand pour commencer à faire des choses en France, mais trop petit pour que ça dure longtemps. Alors que par exemple nos voisins de l'écosystème de Tel Aviv, ils ont le problème directement. Enfin, c'est-à-dire le marché local est tellement inexistant qu'on commence international. Et j'ai l'impression que ça devient un problème
assez vite, parce que typiquement, ça crée un déséquilibre, ça crée des problèmes d'intelligence culturelle. Je ne vais pas les citer, mais dans les boîtes, dans les licornes françaises qu'on connaît bien, j'en connais un certain nombre qui ont un déséquilibre marché français, marché international, précisément pour ça, parce qu'en fait, ils ont créé une polarité qui est tellement forte en France, à tous les niveaux, culturellement et health, que c'est très, très dur de faire machine arrière. Comment tu vois ça, ce côté playbook français de faire une startup qui commence par la France et qui va Europe, puis US ou autre part, versus typiquement une startup UK-based qui par nature est ouverte à l'international jour 1 si elle le souhaite? Ouais, tout à fait. Je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Donc, déjà, c'est comme je le disais tout à l'heure sur vraiment les process, le fonctionnement de fond de la boîte. En fait, de se dire que même si on commence en France, on sait qu'on va pas y rester. Donc, de faire quelque chose qui marche à l'international dès le début, c'est toujours le plus simple. Que d'essayer de transformer ensuite des choses, voilà, où on a pris des habitudes, ou puis souvent des choses qui marchent. Et c'est toujours le plus dur, de transformer des choses qui marchent. Donc voilà, je pense que regarder un peu sur la partie opération, et puis tout ce qui est le fonctionnement de base de la boîte, essayer de faire quelque chose qui est internationalisable dès le début, c'est très bien. Après, je pense sur les profils qu'on recrute aussi. Si on sait qu'on va regarder à d'autres marchés, essayer dès le début d'avoir des profils bilingues, des profils qui ont travaillé à l'étranger, qui ont travaillé sur d'autres marchés. Voilà, surtout si on a la chance d'être à Paris, il y a plein de profils internationaux. Si on n'est pas à Paris mais qu'on est ouvert au remote, c'est pareil, on trouve des profils un peu partout. Donc je pense que dès le début, essayer de construire cette diversité dans les profils sur l'équipe early stage, c'est quelque chose qui aide énormément à accélérer le sujet après plus tard. C'est vraiment une approche très RH que je suis en train de faire dans ma tête quand tu parles, c'est de dire qu'effectivement, même si la question qui va se poser à un moment donné, c'est comment on fait pour élever le niveau d'intelligence culturelle dans une orga, ça commence par recruter des gens qui ont un niveau d'ouverture culturelle et d'intelligence culturelle dès le début, et donc créer les conditions qui leur permettent de s'épanouir dans cet environnement. Donc en anglais, effectivement, remote potentiellement, quelque chose qui est international compatible. Ok, c'est fair enough, ça me semble très clair. Et du coup, la question qui vient juste après, je vais jouer le rôle, je serai le cobaye aujourd'hui, même si ce n'est pas prévu au programme, mais je vais jouer le jeu. Donc, admettons, Yaniro est sur le bord d'une forme d'internationalisation, c'est-à-dire s'ouvrir au marché, ou en tout cas d'interculturel, s'ouvrir au marché européen, ou que sais-je encore, etc. Bon, je suis le capitaine du bateau, très bien, et je suis au niveau 1, on va pas dire niveau 0 parce que j'ai lu The Culture Map de Erin Meyer. Ouais. C'est toujours recommandé d'ailleurs comme bouquin ou pas? Oui, je pense que c'est vraiment un livre de référence sur le sujet, et puis surtout ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et en fait d'avoir des éléments pour regarder les situations, pour comprendre un petit peu les interactions qui ensuite sont transférables à n'importe quel type de différence culturelle vraiment. Donc on va rentrer peut-être à certains moments, on va le citer, mais donc The Culture Map de Erin Meyer, c'est un bouquin qui est hyper agréable à lire. C'est typiquement le genre de bouquin dont vous allez parler en dîner, tellement c'est intéressant, et qui globalement, je vais le dire avec mes propres mots ici, mais permet de comprendre les différences culturelles sur des facteurs qui sont très simples. Typiquement, pourquoi est-ce que quand on regarde le concept de fiabilité d'un point de vue français, on trouve que les Allemands sont rigides, alors que les Allemands vont trouver que tout le monde n'est pas fiable. C'est une question de quelle est la définition de la fiabilité ou de rapport au temps d'un pays à l'autre, et chacun a le sien. Et donc, au-delà de lire ce bouquin, ce qui est très très bien déjà, qu'est-ce que tu me conseilles en tant que chef d'entreprise, founder ou RH si j'étais RH, pour préparer l'organisation à une forme d'interculturel plutôt, de manière concrète? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien et donc augmenter le niveau d'intelligence culturelle de mon orga? Ouais, je pense qu'en effet, la première étape, c'est juste toi
à titre personnel, toujours voilà de développer tes connaissances, de t'exposer à du contenu varié. Et c'est souvent ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à faire parce que par exemple quand on a des opinions ou des croyances fortes, on a tendance à lire du contenu, à consommer, à suivre des personnes qui sont Et en puis ligne les avec réseaux sociaux vont nous pousser que ça, de toute façon. C'est la bulle filtrante, c'est le principe. tout ça, tout à fait, tout à fait. Et du coup, en fait, se forcer à s'exposer à du contenu qui est de cultures totalement différentes, de points de vue totalement différents, de manières de penser totalement différentes. Ça, c'est des choses qui permettent du coup de s'enrichir et de créer déjà le terreau pour pouvoir collaborer avec des gens qui sont très différents de nous. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Après, s'entourer de personnes qui ont des points de référence différents des nôtres, hein, ça aide toujours. Donc peut-être que la prochaine fois que ton équipe grandit, regardez des profils un petit peu différents, peut-être des gens voilà qui ont travaillé à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger ou qui ont bossé pendant longtemps avec des marchés qui sont peut-être ceux qui toi vont t'intéresser dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui pourra apporter beaucoup. Et puis juste commencer un petit peu à planter les petites graines aussi dans l'organisation, réfléchir à la manière dont ça pourrait marcher, quels sont les challenges que vous pourriez rencontrer, parce que voilà, on les connaît, hein, les risques des environnements quand on fait pas trop attention à ces sujets-là, hein, mais c'est par exemple si tu construis une équipe en France et qu'ensuite tu ouvres un nouveau pays et que tu recrutes sur place, tu vas avoir deux cultures différentes, tu vas avoir le nous, le eux, tu vas avoir une équipe qui va se plaindre de l'autre pour une raison ou pour une autre, ils vont trouver qu'ils sont comme tu disais tout à l'heure, hein, pas assez fiables ou toujours en retard, ou alors qu'en fait de l'autre côté ils ont la vision totalement inverse de la situation. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont très courantes, et en essayant d'explorer un petit peu ces sujets en amont et de planter des petites graines, ça permet de faciliter les choses. Je vais dire quelque chose qui va sonner peut-être comme une grande évidence, mais en tous les cas, à mon sens, c'est probablement une des raisons pour lesquelles une approche qui a tendance à se répéter et qui fonctionne pas trop mal, c'est d'envoyer un founder dans le pays qui va être développé. C'est que toute personne qui s'est déjà retrouvée à voyager d'un pays à un autre, pour quelle que soit la raison, hein, d'ailleurs, est confronté à la réalité de l'interculturel et du fait que ses propres croyances en fait sont souvent juste des éléments de culture, et que en fait quand on est minoritaire dans un autre pays, ce qui était alien est hyper étonnant, devient juste normal pour tout le monde sauf pour soi, et donc on s'adapte assez facilement, quoi. Donc quand tu parlais de tout ce qu'on peut faire pour développer son ouverture, je suis assez d'accord, parce que effectivement, paradoxalement, c'est assez difficile, je trouve, d'être très fermé culturellement quand on est exposé à plein de trucs différents. Forcément, je vous parle de Suisse, un pays français, allemand, italien. Donc, ça a une culture qui est assez forte et qui est assez multiple aussi, entre autres choses. Et l'Angleterre ne fonctionne pas comme la France, comme toi, tu peux le témoigner, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et en effet, hein, c'est sûr que d'aller vivre dans une culture très différente de la nôtre, c'est le meilleur moyen de d'ouvrir ses horizons et d'augmenter ses niveaux d'intelligence culturelle. Mais après, il y a quand même un piège dans le sens où, par exemple, si t'envoies un founder dans un autre pays, il va quand même y avoir un biais dans le sens où c'est quand même le boss. Donc la manière dont les gens vont interagir avec lui sera pas la même que d'une personne lambda dans le pays. Et du coup, des fois, on passe à côté de choses parce que de par notre statut, on a un petit peu des passe-droits qu'on n'aurait pas autrement. Et puis après, il y a aussi le fait que même en ayant vécu des années et des années, des années dans un pays, si on prend l'exemple des pays, en fait, il y a toujours des choses qui vont nous échapper. On n'est jamais vraiment, on n'a jamais vraiment 100% de connaissances d'un pays. Hein. Tu vois, moi, par exemple, ça fait 6 ans que je vis et que je travaille en Angleterre. Et je suis RH, donc forcément, j'ai vraiment une sensibilité. En plus, comme tu le vois, j'ai un intérêt sur ces sujets-là. Mais
il y a encore des moments où je me rends pas compte, mais par exemple, j'utilise des mots trop forts. Tu vois, par exemple, en français, des fois, on parle de quelque chose, on dit, oh, c'est dégueulasse. Mais en fait, ça se traduit pas du tout en anglais. C'est beaucoup trop fort pour eux. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça en anglais. Ou alors, tu vois, et ça, c'est par exemple, c'est un des exemples qui est dans Culture Maps d'ailleurs. Mais la manière dont on débat d'un sujet en France, c'est animé, on pousse nos sujets, on voit le pub, le pour et le contre, on se fait un peu l'avocat du diable. Et ça, enfin, pour des Anglais, et encore, ils sont pas le plus loin sur l'échelle, mais en fait, c'est super confrontationnel et ils comprennent pas pourquoi on a toujours besoin de débattre et pourquoi on est dans l'opposition et dans l'agression, alors que c'est une manière qui est tout à fait normale pour nous. Et ça fait longtemps que je suis là-bas, donc je sais que c'est déjà beaucoup, enfin c'est moindre par rapport à la manière dont je le ferais en France, mais toujours. Et en fait, c'est des choses, c'est des petites nuances où il y a toujours le naturel qui revient un petit peu au galop. Et même en ayant passé énormément de temps dans un autre pays, il y a toujours des petits aspects, des normes culturelles qui nous échappent. C'est juste une anecdote, mais qui me fait beaucoup rire. Dans une vie passée, j'ai travaillé dans un groupe international et mon boss, qui était irlandais, qui s'appelait Adrian Keogh, entre autres choses, était très utile pour nous permettre de traduire les mails des Anglais et des Irlandais qu'on comprenait pas du tout. Tu vois, typiquement, on disait ah bah j'ai reçu ça a l'air de s'être bien passé et tout. Non non, il a tout détesté. Il a détesté, mais il te le dit à l'anglaise. Donc correct me if I'm wrong, ça veut dire qu'il a pas tort. Oh that was brave, ça veut dire que tu as fait une erreur. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et effectivement, il nous disait ah oui non non là c'est mauvais. Mais culturellement, du coup effectivement on peut comprendre que si on le prend dans l'autre sens, pour un Anglais, les Français sont très très bruts de fonderie, quoi, parce que du coup ils ont pas une approche fine des mots. Ah non, pas du tout. Et du coup, peut-être, je ne sais pas quel élément de réponse tu as là-dessus, mais si je veux aider, donc je suis RH ou founder et je veux aider toute mon entreprise à s'ouvrir à ça, au-delà du fait de m'ouvrir moi-même, ce qui est évidemment l'étape numéro un. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a soit des partenaires qui existent sur ces sujets-là, des outils qui fonctionnent bien ou des ressources qu'il faudrait partager au plus grand nombre, enfin bref, quelque chose que je peux utiliser à confier à mes founders, à mes managers ou à mes équipes, est-ce que c'est juste quelque chose que je dois construire moi en tant que founder ou en tant que RH, un peu sur mesure pour faire en sorte que tout le monde soit exposé à des cultures différentes ou comprenne cette logique d'interculturel? Ouais, je pense que la réponse de fond, c'est que ça doit être sur mesure, aussi parce que en fonction de la culture de l'entreprise et un petit peu du point de départ, on va pas avoir le même niveau d'appétence et le même niveau d'intérêt sur ces sujets. Donc si on va trop fort dès le début, voilà, les gens vont faire un step back et dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je veux pas en entendre parler», et cetera. Donc en fait, c'est vraiment être en mesure de connaître son organisation, de comprendre d'où on part, pour pouvoir faire les choses de manière progressive, pour que ça parle aux gens, que personne ne se braque et que ça permette de faire avancer la barque. Après, je pense la manière, et surtout voilà, dans les contextes startups, ça va souvent être des contextes d'internationalisation. Donc la ressource la plus facile pour commencer sur ces sujets-là au niveau des équipes, je pense, c'est Culture Maps d'Erin Meyer. Donc il y a le livre, mais il y a aussi je pense sur son site internet, il y a des assessments, et du coup en fait on a la possibilité, je crois qu'il y a un article de HBR aussi où il y a les tests qui sont gratuits en ligne, qui permettent en fait de comparer deux cultures. Donc par exemple, si on se dit qu'aujourd'hui on est en France et que demain on va ouvrir aux US, ça nous permet de voir de manière visuelle où sont les deux cultures sur les différentes scales d'Erin Meyer. Donc c'est voilà la manière dont on communique, la manière dont on donne du feedback, le leadership, etc., etc. Et ensuite, en fait, chacun peut faire son test individuel pour voir où il est, et du coup se rendre compte du gap avec le standard de référence de la culture. Et en fait, ça, c'est des choses qui sont pas mal à faire au niveau de l'équipe pour ensuite ouvrir les discussions et puis voilà, faire avancer un petit peu ces sujets-là. Bon, bah je suis pas mécontent de me dire que je suis pas trop à la ramasse sur ces sujets-là. Genre, j'aurais été content de découvrir d'autres ressources, mais en tout cas, donc on en revient au travail formidable qu'a fait Erin Meyer sur ces sujets.
notamment en cela que ça rend la compréhension de l'interculturel très simple, alors que c'est des sujets qui sont hyper compliqués, parce que on n'en fait jamais le tour, en fait. Mais là, au moins, ça simplifie une partie de la discussion. Oui, et puis c'est aussi les sujets les plus faciles. Parce que la culture du pays, la manière de communiquer, c'est pas des sujets qui sont polémiques. Mais après, quand on commence à rentrer sur par exemple l'impact des religions, les sujets sociétaux, les sujets genre, origine, neurodiversité, là c'est souvent des sujets qui sont plus polarisants. Donc je pense que Erin Meyer et Culture Maps, c'est une manière d'entrer dans le sujet pour ensuite augmenter un petit peu le niveau de confort de l'organisation et pouvoir pousser un petit peu plus loin. Tu as quelque chose à me conseiller pour pousser un peu plus loin, quelque chose que je peux lire, que je peux regarder ou pas? Ouais, je peux partager. En fait, dans une boîte précédente, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait créé quelque chose qui s'appelait un Belonging Learning Space. Et l'idée, c'était en fait de collecter des ressources sur vraiment tous les aspects de l'identité. Donc que ce soit le genre, l'orientation, la neurodiversité, la parentalité. Il y avait vraiment plein de sujets différents. Et en fait, on avait du coup collecté des ressources pour que ceux qui voulaient se familiariser un peu plus avec un sujet ou pouvoir accroître leurs connaissances puissent se servir, puissent faire du self-serve. Et du coup, ce qu'on avait fait en fait sur la manière dont on avait curaté le Ouais, collecté, choisi, je ne sais pas, curate, je ne sais pas le traduire en français. Voilà, donc la manière dont on avait fait la sélection des ressources, c'était qu'on avait vraiment essayé de sélectionner des auteurs qui venaient en fait de l'identité en question ou du chemin de vie en question et non pas des livres d'experts externes qui parlent d'un sujet qu'ils ont étudié mais dont ils n'ont pas fait l'expérience personnelle. Et je pense que du coup en fonction du sujet qui t'intéresse, c'est d'essayer de trouver des gens qui écrivent du point de vue de leur expérience personnelle. Je pense que c'est très très riche justement pour s'ouvrir sur ce sujet et sur ces sujets d'intelligence culturelle parce que on voit vraiment leur avis, leur mode de réflexion, leur cheminement plutôt que quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui pense comme nous à propos de quelqu'un d'autre. Donc je pense que s'ouvrir un peu à de la littérature étrangère, si c'est sur un pays ou autre en fonction des sujets, c'est ce qui marche bien. Tu ne l'as plus, cette librairie. On peut pas. J'imagine qu'on peut pas y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Je pourrais la reconstruire. Ouais, mais on va pas te demander de la reconstruire. Bon, en tout cas, on va le dire comme ça. Dans un monde où d'une manière ou d'une autre, on a accès à quelque chose qui est simple et Wissine fouille dans ses archives et le retrouve, on le mettra dans la description de cet épisode, promis. Donc, si vous nous écoutez là, regardez dans la description de l'épisode. Peut-être ça ira, peut-être ça y ne sera pas. Comme ça, je mets pas la pression à Wissine. Écoute, c'était vraiment un bon tour de vue sur ce sujet de l'intelligence culturelle. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, on veut engager la discussion avec toi. Où est-ce qu'on te retrouve? Par où est-ce qu'on te contacte? LinkedIn principalement. Ok, donc Wissine Matola sur LinkedIn. On mettra également ton profil dans la description de l'épisode. Ensuite, un livre, un blog, un podcast que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices. Bon, Erin Meyer, j'imagine, de Culture Map, mais d'autres ressources? Ouais, on le connaît, Culture Maps, donc je vais pas le recommander à nouveau. Il y a un livre que je trouve super intéressant. C'est pas un livre RH, c'est un livre produit. Mais comme tous les sujets produits, c'est très très transférable à l'expérience employée. C'est Building for Everyone de Annie Jean-Baptiste. Donc c'est les équipes Product Inclusion de Google. Et c'est vraiment un livre qui est c'est pas en surface, hein, ça va vraiment loin sur tous les sujets d'ouvrir en fait sur les sujets d'inclusion quand on construit un produit. Et en fait c'est la même chose, ça peut vraiment s'appliquer à quand on construit une boîte et quand on construit une culture. Et du coup voilà, tous les points de réflexion, toutes les ressources, tout ce qui est l'expérience aussi qui est partagée dans ce livre
moi j'ai trouvé en le lisant d'un point de vue RH que c'était super intéressant. Tout à fait, et je vous renvoie, si vous ne l'avez pas écouté, à l'épisode qu'on a enregistré avec Valentine de Joko sur justement cette logique que, en tant que RH, vous pouvez considérer l'entreprise et l'expérience collaborateur-collaboratrice comme votre produit, et donc utiliser une bonne partie des bonnes pratiques produits pour avoir une expérience collaborateur au top, parce qu'effectivement la logique fonctionne très bien. Donc je ne connaissais pas ce bouquin, il part dans la read list, promis. Est-ce que tu as des outils, des tools RH préférés que tu aimerais partager à nos auditeurs et auditrices? En ce moment, ma tendance, c'est d'essayer de limiter les outils et d'essayer de limiter les stimulations externes pour les équipes qui ont déjà 1 milliard de trucs qui se passent toute la journée. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye vraiment d'utiliser Slack au maximum et du coup d'explorer tout ce qui est intégration, automation. On a créé un bot pour une des activités qu'on a fait il y a pas très longtemps chez Semble. Et du coup, en fait, je me rendais pas compte avant vraiment de creuser tout ce qui est possible de faire, d'automatiser et juste de centraliser avec Slack. Et du coup, c'est facile, c'est un touch point, c'est un endroit où les gens sont toute la journée. Et du coup, il y a beaucoup plus d'engagement que si on essaye d'introduire un outil externe. Donc après, j'avoue, je peux pas tout faire toute seule, hein. Mon bot, c'est Michael, le CTO de Semble qui l'a construit avec moi. Et en même temps, c'était super intéressant parce que du coup, ça m'a fait un crash course sur product et engineering et l'importance de testing et toutes ces choses-là. Mais voilà, du coup, Slack, énormément de possibilités, que ce soit sur de l'intégration, sur de l'automatisation ou sur de la création de bots. Top. Et enfin, notre question finale et préférée potentiellement, c'est une question qui reflète bien l'ADN de ce podcast, qui est de mettre en lumière les meilleures pratiques RH et aussi les meilleurs RH. C'est la question du passage de flambeau dont tu es toi-même issu, et on salue Virgile Ringard de Figures qui nous a mis en relation. Donc, tu me vois venir avec mes gros sabots, tu es à ma place, tu invites qui? À qui est-ce que tu veux passer le micro pour un futur épisode? Je pense que ça serait top de parler à quelqu'un de chez The Boson Project. Ils ont vraiment une approche super avancée sur tous les sujets people, sur tous les sujets d'intelligence collective et de faire avancer les organisations. Et du coup, leur DRH actuel, c'est Flore. Et sinon, il y a aussi leur ancienne DRH qui est maintenant la DRH de Too Good To Go, Marianne. Je ne sais pas si elle est déjà passée sur le podcast, mais... Eh ben, ni Flore ni Marianne, donc je te laisserai trancher ou ne pas trancher. Et en tout cas, Flore, Marianne, l'une et l'autre, vous êtes les bienvenus sur ce podcast si vous avez l'envie et le temps. Et dans tous les cas, au moment de saluer quelqu'un, ici ne pense à vous. Donc voilà, vous le saurez en écoutant cet épisode. Écoute, Issine, c'était un plaisir d'aborder ce sujet avec toi. Il est maintenant fin de journée dans le 11 novembre, donc on va partir en week-end. Voilà, et toi et moi probablement, ou en tout cas dans pas très longtemps. Écoute, je te remercie grandement pour ton temps et de nous avoir éclairé sur ce sujet de l'intelligence culturelle, et puis il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.